Si votre objectif, c'est de construire un arbre de décision en Python, il faut toujours avoir à l'esprit que l'arbre de décision, c'est un modèle non linéaire qui peut avoir tendance à surajuster. Étant donné qu'on a ce problème d'overfitting dans les arbres de décision, lorsqu'on l'implémente en Python, il faut toujours faire attention à bien choisir la profondeur de l'arbre. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment vous pouvez mettre en place un arbre de décision, notamment l'arbre de classification qui vise à prédire une variable catégorielle sous Python de A à Z. On verra ensemble les étapes de nettoyage de données, sélection des variables, implémentation de l'arbre, élagage de l'arbre pour pouvoir choisir l'arbre optimal parce que c'est très important. Et enfin, restez bien attentifs parce qu'il y aura un quiz qui va permettre d'évaluer toutes les compétences qu'on aura vues ensemble dans ce notebook. Je vous laisse avec ma présentation et on se retrouve juste à la fin de la vidéo. Dans ce tutoriel pratique, nous allons voir ensemble comment mettre en place de A à Z un arbre de décision sous Python. On va s'intéresser à une problématique de classification. Ça veut dire qu'on va prédire une variable catégorielle avec deux modalités. Donc ici, on commence toujours par importer les packages les plus populaires, PyPlot, SNS, PDependent, NumPy. Le nouveau package dans ce challenge, ce sera Decision Tree Classifier. Donc, c'est le module de Escalon qui va vous permettre de mettre sur pied des arbres de décision de classification parce qu'on a également des arbres de décision de régression qui visent à prédire des variables quantitatives. On fera une vidéo dédiée pour la régression, mais ici, on se concentre sur la classification. La base de données sur laquelle nous allons travailler est disponible sur Kaggle. Vous avez tous les éléments en description ici. Ça porte sur quoi? Ça porte sur des informations qui ont été collectées auprès des patientes féminines d'au moins 21 ans provenant d'une population amérindienne. L'idée, c'était de les examiner pour déterminer si elles avaient un diabète de type 2. Les principales variables que nous allons utiliser pour pouvoir déterminer si les patientes sont atteintes de diabète ou pas sont déjà le nombre de grossesses, la concentration de glucose dans le plasma sanguin à jeun, la pression artérielle diastolique, épaisseur du pli cutané récipital, le taux d'insuline sérique de 2 heures, l'indice de masse corporelle, la fonction pédigrée du diabète, l'âge, la variable cible indiquant si la patiente a le diabète ou pas. 0 si la patiente n'a pas le diabète et 1 si la patiente a le diabète. Le projet sur lequel on travaille actuellement, c'est un vrai problème qu'on peut avoir dans le domaine de la santé. Donc ici, l'objectif de notre analyse sera de construire un modèle de classification pour prédire si une patiente a un diabète de type 2 en fonction des principales caractéristiques que j'ai listées ici. Bien évidemment, on commence d'abord par importer la base de données. On regarde à peu près quelles sont les variables qu'on a, l'âge, la variable d'intérêt, l'indice de masse corporelle, l'insuline, on a tout ça ici. On essaye d'analyser à peu près les caractéristiques de ces variables. Toutes les variables sont soit entières, soit des flottes. Donc, on n'a pas de variable catégorielle ici, en dehors de, bien sûr, de l'outcome qui est une variable catégorielle. On a toutes les variables qui sont numériques ou encore entières. Deuxième étape, on décrit la base de données. En gros, c'est quoi le taux d'insuline moyenne, quelle est la proportion des patientes qui ont le diabète dans la base de données. Ici, on se rend compte que globalement, en moyenne, les femmes ont eu 3 grossesses dans la base de données qu'on a. Le taux de glucose, vous avez en moyenne ici 120. La pression sanguine moyenne, vous avez ici 69. Vous avez ici le taux d'insuline, l'indice de masse corporelle. Bref, vous avez ici l'ensemble des caractéristiques. La moyenne d'âge, en moyenne, les femmes ont 33 ans. Le minimum, c'est 21 ans et le maximum, c'est 81 ans. Donc voilà les caractéristiques des femmes qu'on a dans la base de données. On essaie de voir les valeurs uniques. Bon, ça, c'est pas très pertinent. On regarde à peu près, est-ce qu'on a des données manquantes? Ça, c'est très important. À chaque fois que vous faites une analyse, regardez toujours les données manquantes. L'arbre de décision peut vous aider à traiter les valeurs manquantes, mais j'insiste encore, il faut toujours les traiter en amont avant de mettre en place l'arbre de décision. Une fois qu'on a regardé ici, on n'a pas de données manquantes, heureusement. Donc ici, il n'y a pas de traitement. Dans le cas pratique, vous aurez peut-être un traitement, donc n'hésitez pas à faire attention à cela. On fait les histogrammes pour essayer de voir c'est quoi la distribution des variables. Bon, je ne vais pas m'installer là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est surtout les box plots. Ici, je fais le pair plot sur SNS pour pouvoir voir à peu près quelles sont les distributions de base variables de mes différentes variables en fonction du fait si la patiente a le diabète ou pas. Ici, l'outcome. Bon, là, c'est pas très lisible. Donc, c'est pour ça qu'ici, on va faire le box plot. Là, c'est par contre, c'est beaucoup plus lisible et beaucoup plus compréhensible. Bon, ici, si on analyse par exemple les box plots des variables, si on analyse par exemple la première variable qui est le nombre de grossesses des femmes, on se rend compte que sur ce graphique, dans notre base de données, les femmes qui ont le diabète ont un nombre de grossesses beaucoup plus élevé si on compare à celles qui n'ont pas de diabète. En général, en pratique, il faut que vous discutez avec des professionnels de la santé pour voir si ce qu'on a observé sur le plan visuel est vrai. Est-ce qu'en général, les femmes qui ont beaucoup d'enfants
ont plus tendance à avoir le diabète. Donc ça, c'est le premier résultat qu'on a graphiquement. Ici, on analyse ici le taux de glucose dans le sang. On se rend compte que les personnes qui ont le diabète, les femmes qui ont le diabète, ont un taux de glucose beaucoup plus élevé parce que le box plot est complètement décalé. Vous voyez ici la médiane, ici on est ici et la médiane est un peu plus élevée. Donc là encore, vous avez cette trouvaille, discuter avec les professionnels de la santé pour valider ce que vous avez eu à mettre en place. Donc voilà, si on analyse par exemple la pression sanguine, bon ici il n'y a pas forcément de différence si on regarde le box plot. En analysant l'épaisseur du pli cutané, on se rend compte que les femmes qui ont le diabète ont l'épaisseur du pli cutané un peu plus élevée. Peut-être pas autant que le glucose ou encore le nombre de grossesses, mais c'est quand même la médiane est un peu plus élevée. Pareil, si on regarde l'insuline, les femmes qui ont le diabète ont un taux d'insuline un peu plus élevé. Donc voilà ce qu'on observe sur le plan graphique. N'hésitez pas à confirmer cela avec des professionnels de santé. Comme d'habitude, lorsqu'on fait des analyses graphiques, ensuite on va faire des tests pour voir si ce qu'on a observé sur le plan graphique est statistiquement significatif. Ici, on a fait le test de Kruskal-Wallis parce qu'on a une variable qualitative et des variables quantitatives. Là, on a les p-valeurs des différents tests et on se rend compte que la plupart des variables sont statistiquement significatives. Ça veut dire que sur le plan statistique, on a observé avec cet échantillon que les femmes qui ont le diabète ont statistiquement beaucoup plus de grossesse que les femmes qui n'ont pas le diabète. Les femmes qui ont un taux de glucose beaucoup plus élevé ont le diabète. En gros, les femmes qui ont le diabète ont un taux de glucose beaucoup plus élevé. Donc, lorsqu'on a ça, on va voir les professionnels de santé qui ont plus d'expérience que nous et on leur demande de valider nos conclusions. C'est comme ça qu'on travaille en statistique. Pourtant, c'est la partie bivariée. Ensuite, on va essayer de voir s'il n'y a pas de relation entre les variables, corrélation bivariée entre les variables pour voir s'il n'y a pas redondance d'informations. On se rend compte sur cette matrice de corrélation qu'il y a une corrélation positive entre le nombre d'enfants et l'âge. En gros, 0,54, plus l'âge augmente, plus le nombre d'enfants augmente. C'est normal parce que plus on augmente, plus on a d'enfants. Donc voilà à peu près ce qu'on observe. Mais il n'y a pas de variables qui sont trop corrélées. Donc, dans le cadre de cet exercice, on va conserver toutes les variables parce qu'on n'a pas vu de multicollinéarité, on n'a pas vu de relation à l'amende. On a vu ici que par exemple l'insuline n'est pas statistiquement significatif au seuil de 5%, mais je vais quand même laisser cette variable parce que déjà on n'en a pas beaucoup. Donc dans l'arbre de décision, on va laisser toutes les variables pour ces raisons. Maintenant, nous allons passer à la partie modélisation où à partir des caractéristiques des différentes femmes, nous allons prédire si elles auront le diabète ou pas. Donc ici, on va importer le package scikit-learn, bien sûr, décision classifier parce qu'on fait un arbre de classification. On veut prédire 0, 1 si la femme a le diabète ou pas. Train test split pour pouvoir diviser la base de données en deux pour se rassurer que l'arbre qu'on construit n'overfit pas. En gros, vous avez les packages ici pour pouvoir évaluer les performances du modèle. On sélectionne des variables, on va sélectionner tout. Si on prend ici, par exemple, si j'affiche la variable explicative et la variable expliquée Y, tac. Ici, Y, c'est la variable qu'on souhaite prédire, en fait. Et les X, bon, je vais enlever ceci, sinon on n'aura pas la réponse. Et les X, en fait, c'est l'ensemble des variables, les caractéristiques des femmes. Et le Y, ici, c'est la variable qu'on souhaite prédire. Est-ce que la femme a le diabète ou pas, 1 ou 0. Une fois que c'est fait, on divise la base de données en deux. 80-20, parce qu'on n'a pas beaucoup de données ici, on en a seulement 700 environ. Donc 20% pour la base de test et 80% pour la base de crane. Ensuite, on va d'abord faire un modèle sans faire les lagages, sans améliorer, sans optimiser. Comme ça, vous allez voir l'intérêt de l'optimisation. Donc, on commence par faire Decision Tree Classifier. Donc, on intensifie un objet de la classe Decision Tree. On fixe la graine pour se rassurer que si je relance ce code plusieurs fois, j'aurai exactement le même résultat. Ensuite, tree.fit, on entraîne sur notre base de données. Xtrain, l'ensemble des caractéristiques, et Ytrain, la variable qu'on souhaite prédire. J'exécute ce code. Maintenant, nous pouvons visualiser l'arbre de décision qui vient d'être construit. Ici, on met le nom de l'arbre qui est ici entraîné ici. Feature name, c'est l'ensemble des caractéristiques qui ont été utilisées. Et j'affiche l'arbre. Vous allez vous rendre compte que l'arbre de décision qui vient d'être construit, c'est l'arbre maximal. Vous voyez, on ne voit absolument rien. On n'a pas fait d'élagage. On a mis toutes les variables. Pas d'optimisation de l'arbre. Et voici l'arbre qu'on obtient qui n'est pas lisible. Nous allons maintenant voir sur cet arbre quelles sont les variables qui sont les plus importantes pour pouvoir construire cet arbre. Ici, on va faire l'importance des variables. Vous avez une option Feature Importance. Lorsque vous entraînez un objet de la classe Tree, vous avez Feature Importance. On va essayer de voir les variables les plus importantes sur un graphique. Nous avons sur ce graphique le classement des variables en fonction de leur importance pour pouvoir prédire le fait qu'une femme aura le diabète ou pas. Vous voyez, première variable, le glucose. Deuxième variable, l'IMC. Troisième variable, le taux de pression sanguine. Donc voilà, après l'âge, et ainsi de suite. On va maintenant essayer d'analyser les performances de cette table de décision qu'on a construite sans faire d'élagage sur la base de données train, également sur la base de données test. Ici, on va faire prédit sur la base train, Xtrain, on a l'accuracy, matrice de confusion. Pareil, sur la base de test, on fait un predict l'ensemble des caractéristiques de la base de test.
accuracy, matrice de confusion. On va également mettre en place, on va d'abord lancer ça. Accuracy score is not defined. Ah oui, je n'ai pas lancé une partie de code. Bon, je vais lancer ça comme ça. J'aurai l'accuracy score. Et si je reviens là, je relance mon code. Tac. Regardez ici. L'accuracy sur la base d'apprentissage est de 100%. Ça veut dire que sur la base d'apprentissage, on prédit bien le fait qu'une femme aura le diabète ou pas dans 100% des cas. Par contre, sur la base de test, regardez bien, l'accuracy est de 74%. Ça montre qu'il y a overfitting en fait, parce que on ne peut passer de 100% sur une base d'apprentissage à seulement 74% sur la base de test. Ça montre déjà qu'il y avait overfitting. Déjà, vous voyez, là, était un peu trop profond. Donc, si on regarde par exemple la courbe Hock, vous allez vous rendre compte que la courbe Hock, regardez ici, sur la base d'apprentissage, la courbe Hock ici, c'est presque de 100%, on a un AUC de 100%. Ça veut dire que si je prends 10 femmes dans la base de données, on va prédit correctement les classes dans 100% des cas. Bref, le modèle, il est parfait. Nous sommes des dieux. On prédit parfaitement le fait qu'une femme a le diabète ou pas. Et ça, c'est une erreur. Il ne faut pas avoir un modèle comme ça parce que ça montre qu'il y a overfitting. C'est la raison pour laquelle, dans la prochaine étape, nous allons optimiser cette étape pour pouvoir se rassurer qu'il n'y a pas d'overfitting. Pour pouvoir optimiser cette étape qui est un peu trop parfaite, nous allons faire ce qu'on appelle de la validation croisée. En gros, on va tester plusieurs arbres et choisir l'arbre qui va maximiser la précision globalement. Globalement, sur Scikit-learn, lorsque vous utilisez l'arbre de décision, voici les critères qui sont importants. Déjà, premièrement, le critère. Quel est le critère qu'on utilise pour pouvoir choisir la variable pertinente? Ici, lorsqu'on fait l'arbre 4, on va se baser sur le dinim. Splitter, c'est quoi la méthode qu'on va utiliser pour pouvoir diviser en deux? Est-ce qu'on a la méthode optimale ou bien aléatoire? En général, par défaut, c'est optimal. Maximum depth, ici, c'est la profondeur de l'arbre que vous voulez utiliser. Est-ce que l'arbre doit être profond ou pas? Donc, pour pouvoir déterminer ces caractéristiques, on va faire de la validation croisée. Donc, ici, on va choisir plusieurs profondeurs de 1 à 15 à peu près. On va stocker dans une table ici. Pour toutes les profondeurs qu'on a mis ici, on va construire un arbre et ensuite faire un graphique qui va permettre d'identifier la profondeur qui optimisait notre critère. Ici, le critère, j'ai pris le score, c'est le score, c'est-à-dire l'accuracy, la précision. Voilà, vous voyez ici les arbres de décision que j'ai construits. J'en ai construit 15 et globalement, vous avez ici en ordonnée le score de validation croisée de ces arbres. On va choisir l'arbre qui maximise ce score. Ici, l'arbre qui maximise le score, on est à 2. Le score est autour de 74%. Donc, la profondeur maximale optimale pour ce jeu de données est de 2. Donc, on va réentraîner notre arbre de décision en précisant les caractéristiques que j'ai mis ici. On va mettre ici tac, max def égale à best def. En général, par défaut, le critère, c'est Dini. Par défaut, la méthode de sélection, c'est best. C'est pour ça qu'ici, je n'ai pas mis. Donc, voilà, on exécute cette table de décision. On l'affiche. Tac. Vous voyez bien que affiché ici, voici à quoi ça ressemble. Première variable de division, c'est le glucose. Deuxième variable, c'est l'âge de la femme. Et voilà. Et ici, là, on aurait également l'indice de masse corporelle pour pouvoir identifier si une femme a le diabète ou pas. Donner une idée de comment est-ce que l'arbre de classification fonctionne pour pouvoir faire des prédictions. Vous voyez ici, on a globalement 4 groupes dans notre prédiction. Pour pouvoir donner la classe d'appartenance à une femme, ce qu'on va faire, on va regarder dans quel groupe cette femme appartient. Et à l'intérieur de ce groupe, on va regarder en général, est-ce que les femmes du groupe ont le diabète ou pas. Si la majorité des femmes ont le diagramme dans un groupe donné, alors la nouvelle prédiction, ce sera la femme aura le diabète. Si la majorité, elles n'ont pas, la prédiction, ce sera la femme n'a pas le diabète. Donc, en gros, l'arbre de classification se base sur un vote à la majorité des caractéristiques des individus du groupe. Donc, c'est un principe de vote à la majorité. Si on était en régression, ce qui se passe, c'est qu'on va faire la moyenne de la variable dans le groupe en question. Ici, pour chaque groupe, pour pouvoir déterminer la prédiction, on va faire ce qu'on appelle le vote à la majorité. Quelle est la modalité la plus représentée de la variable qu'on souhaite prédire? C'est comme ça que l'arbre 4 fonctionne pour pouvoir faire des prédictions par vote à la majorité lorsqu'on fait de la classification. En termes d'importance, l'importance ne change pas. C'est juste qu'on a fait le pruning de l'arbre. En fait, on a le glucose, l'indice de masse corporelle et l'âge de la femme. Donc ici, on va essayer de voir quelles sont les performances de cet arbre de décision optimale, justement. Vous voyez qu'on a un accuracy sur la base train beaucoup plus faible. On a 0,77. Avant, on était à 100%. Sur la base de test, on a également 0,77. Ça montre que l'arbre de décision qu'on vient de construire est plutôt stable et c'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas de maximiser l'accuracy sur la base train, mais plutôt d'avoir un bon jeu d'équilibre qui permet d'avoir de bonnes performances sur la base train et de bonnes performances également sur la base de test. Comme ici, on a 77. 77, ça montre que l'arbre n'a pas overfité. On a un arbre qui est plutôt optimal avec
4 groupes finaux. Voilà. Maintenant, si j'affiche l'accuracy, la courbe ROC, ici, vous voyez, c'est à peu près similaire. On a un AR de 80%. Ça veut dire que si je prends 10 femmes aléatoirement dans la base de données, le modèle d'arbre de décision qui vient d'être construit va bien classer dans 80% des cas le groupe d'appartenance aux femmes. Est-ce que la femme aura le diabète ou pas? Dans 80% des cas, le modèle aura la bonne réponse. C'est comme ça qu'on interprète l'AUC. Ici, j'ai mentionné les avantages, les inconvénients de l'arbre de décision, interprétabilité comme avantage, robustesse, simplicité, vitesse, inconvénients, surajustement, instabilité, biais de sélection. Vous avez tout ça dans le notebook. Petit quiz pour pouvoir vous aider à évaluer vos compétences. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à revoir l'ensemble des vidéos qu'on a faites sur les arbres de décision. Première question. Quel est l'avantage de l'algorithme des arbres de décision? Petit A peut traiter des données de grande dimension. Petit B peut gérer des données manquantes. Petit C peut être utilisé pour des problèmes de classification et de régression. D, aucun des choix précédents. Deuxième question. Comment pouvons-nous éviter le surapprentissage avec les arbres de décision? Vous avez vu, on avait surapprentissage tout à l'heure. Comment peut-on éviter le surapprentissage? En choisissant un arbre avec une profondeur maximale, petit A. Petit B, en utilisant des méthodes d'élagage telles que le pruning. Petit C, en utilisant des algorithmes de bagging et de boosting. Petit D, aucune des réponses précédentes. Mettez vos réponses en commentaire comme d'habitude. Troisième question, comment mesure-t-on l'importance des variables dans un arbre de décision? Je n'ai pas parlé de ça, j'ai parlé de ça dans d'autres vidéos, mais vous avez la réponse. Petit A, en utilisant la mesure d'entropie. Petit B, en utilisant la mesure de Gini. Petit C, en calculant la réduction de l'impureté lorsqu'une variable est utilisée pour la séparation des nœuds. En calculant la réduction de l'impureté lorsqu'une variable est sélectionnée pour la séparation des nœuds. Petit D, aucune des réponses précédentes. Mettez vos réponses en commentaire. Dernière question, quelle est la méthode la plus couramment utilisée pour optimiser un arbre de décision? Petit A, la validation croisée. Petit B, la méthode de la somme des carrés résiduels. Petit C, la méthode du gradient stochastique. Petit D, aucune des réponses précédentes. Répondez aux 4 questions et mettez vos réponses en commentaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Vous avez entre les mains, les amis, le guide complet pour pouvoir mettre sur pied un arbre de décision sur Python. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Le lien, il est en description. C'est gratuit. Profitez-en. Vous avez également la base de données. Testez chez vous pour voir si vous avez les mêmes performances. Testez chez vous pour pouvoir comment l'améliorer parce que franchement, c'est très important de s'entraîner. Si vous voulez faire la transition vers un domaine, il faut valider vos compétences avec des projets. Vous n'avez pas d'expérience, donc profitez de ce challenge vraiment pour faire maximum de projets. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que je vais mettre en place une notion théorique, il y aura un projet associé pour que vous montiez en compétences. Et ces projets, vous pouvez clairement les mettre sur votre CV parce qu'il y a toujours un besoin métier. Si on a travaillé dans le domaine de la santé, dans d'autres projets, on va voir le marketing. Bref, n'hésitez pas à en profiter, entraînez-vous chez vous pour pouvoir monter en compétences et évoluer dans ce challenge avec moi. Nous sommes au jour 56 et franchement, c'est déjà un beau parcours qu'on a fait ensemble. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quel niveau vous vous trouvez dans ce challenge. N'hésitez pas à vous rattraper en regardant toutes les vidéos qui s'affichent juste là. J'ai créé une playlist pour que vous ayez toutes les vidéos bien classées, bien ordonnées. Il y a une suite logique à cette vidéo, donc n'hésitez pas à la suivre juste là. En attendant la vidéo de demain, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce magnifique challenge. Bye.